Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire la review de AAA Triple Mania et pour cette vidéo je suis donc accompagné par Pogos. Salut à toi Pogos. Salut à toi, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien, enfin, on va quand même parler de Triple Mania, donc ça va être un peu chaud parce que ça a été pour moi une... Je vais quand même être honnête, hein, j'étais vraiment pas, voilà, enthousiaste. Ouais Enfin, non chaud. je peux comprendre, moi personnellement Mais ouais, j'étais quand même hype. on aura le temps d'en parler, développer, je pense, parce qu'il y a quand même une grosse carte et tout ça. Ouais exactement. Et non moi personnellement j'étais hype, après je suis pas à la AAA autant que toi. J'étais pas hype par le Omega Andrade, rassurez-vous. C'était surtout Psycho Clan Red Scorpion qui me faisait vraiment envie. Le Purazo Apache aussi. Le match pour les titres de tag également. Enfin voilà, c'était vraiment les trois matchs qui sortaient du lot. J'étais aussi intrigué par le Marvel Lucha personnellement. Je sais pas toi quels étaient les matchs du coup Mais qui donnaient le plus envie. Marvel Lucha, franchement, Marvel Lucha, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, ça permet à AAA d'avoir une bonne communication de la part de la presse qui est d'habitude. Parce que autant c'est très aimé par les gens en général, autant la presse au Mexique, ils aiment bien taper sur la lucha libre. C'est un peu comme nous avec les jeux vidéo quand on était plus petit, tu vois, où la télé s'amusait bien à taper dessus. Et ça a permis justement à AAA de donner une plus belle image. Ouais. Et ensuite, ça permet d'aborder la lucha de manière plus simple parce que c'est pas destiné au public habituel de la AAA. Donc ça les permet aussi d'avoir une sorte de porte d'entrée. Ouais, ouais, je vois. Je vois, je vois. Parce qu'il faut savoir, hein, c'est pas pour ceux qui écoutent en fait, c'est pas dans le canon triple habituel. On n'aura jamais Leyenda Americana contre Texano Junior. Bon, déjà parce que Texano Junior s'est barré, mais on voit Ouais. l'idée. Oui, voilà. Terror Purpura n'aura jamais un match contre Psycho Clown parce qu'ils sont pas dans le même univers en fait. C'est vraiment son propre univers. De la preuve, c'est que quand on regarde Triple Mania, il y a le match Marvel Lucha et c'est seulement après qu'il y a la cérémonie d'ouverture de Triple Mania. Ouais. Puis surtout que les Marvel Lucha sont incarnés par des catcheurs de Triple Mania, donc bah voilà. Quoi. Ouais, aussi par des collègues et associés, quoi. Comme ici, par exemple, Terror Purpura, c'est Brian Cage. Ouais. Ouais, voilà. Après, c'était un bazar. Et le Covid, ça fait qu'on a fini avec plein de catcheurs différents qui ont joué les gars. Donc, heureusement, ils ont Brian Cage maintenant parce que Texano, comme j'ai dit, s'est barré. Donc, il pourrait plus jouer le perso. Mais maintenant, ça va. On commence à retrouver, comme je disais, les têtes qu'on avait au précédent Triple Mania pour ce Marvel Lucha Libre Edition. Ouais, après ça va, ils ont de la chance, ils ont pas autant de gens qui se barrent qu'au CMLL, ça va. Ça va, ça va. Bon, on en parlera plus tard, ça, justement. Ah ouais, on en parlera. Du coup, on va donc commencer cette review de AAA Triple Mania. On va donc commencer avec le match Marvel Lucha Libre. On avait El Hiro del Vikingo, donc Arachno, Lady Maravilla qui joue Estrella Cosmica et Octagon Junior qui joue Leyenda Americana contre Sexy Star DOS, c'est ça? Ouais, la seconde Sexy Star qui est Picadura Létal ou Ouais. Picadura Mortal, je sais plus exactement. Pikudara Létal, c'est létal, voilà. Ok. Brian Taurus qui Cage. est vénénoïde depuis le début d'ailleurs, lui c'est Ouais. le seul gars qui a joué son personnage du début à la fin. Et Ouais. enfin, comme tu disais, Brian Cage de la All Elite Wrestling qui a joué. Terror Purpura. Terror Purpura. Du coup, le match a duré un peu plus de 12 minutes. Victoire d'Arachno, Leyenda Americana et Estrella Cosmica. Alors le match c'était très cool, j'ai trouvé. Moi j'aime bien personnellement les Marvel Lucha Libre. C'est toujours des matchs assez fun à voir. En plus un opener, je trouve que franchement c'est vraiment un opener qui est tranquille. C'est pas franchement voilà, il y a rien de spécialement fou, mais ça fait vraiment bien son taf. J'aime beaucoup El Hiro del Vikingo comme d'habitude. Pour moi c'est le meilleur catcheur du match. Et non ouais c'est très fluide, très cool à regarder. Il y a rien d'incroyable, mais ça fait très bien le taf en tant qu'opener. Alors moi, je vais expliquer juste un petit peu le final. Avant ça, d'abord, je vais expliquer les personnages en eux-mêmes parce qu'ils sont pas à leur origine Marvel non plus. Par exemple, Vélénoïde à la place, c'était un élève du père de Arachno qui a ensuite assassiné ce dernier. Mhm. C'est superbe, hein. Arachno alors devenu élève de Leyenda Americana qui lui a comme grand ennemi Terror Purpura. Je sais pas pour les autres. Et maintenant, je viens juste pendant 2 secondes, c'est vu leur nom et les personnages qui reprennent, je crois qu'on sait que Arachno, c'est Spider-Man, on sait que Ouais. Leyenda Americana, c'est Captain America et que Terror Purpura est Thanos et Vélénoïde Venom. Mais Estrella Cosmica, c'est Captain Marvel, ou Miss Marvel à l'époque, pour ceux qui lisaient les vieux magazines, et Picadura Lethal, c'est la Veuve Noire, donc Black Widow. Et donc, la fin du match, c'est qu'en fait, Terror Purpura va tenter le Cradle Pile Driver, ça veut dire, vous pouvez imaginer, comme le neutralizer de Cesaro, donc on prend l'adversaire, on lui ceinture comme ça au niveau du bassin, on se lève et on fait tomber. Et c'est une prise qui est interdite au Mexique, car jugée beaucoup trop dangereuse. Et c'est pour ça qu'après, tu as El Furioso, donc Hulk, qui intervient pour l'empêcher de faire le Pile Driver. Parce que oui, hein, à part le Destroyer, presque tous les autres pile drivers sont interdits d'utilisation au Mexique. Alors, tu peux perdre ton visa de catcheur si tu le fais. Ah, je savais pas du tout. Ouais, enfin, tu vas voir plus tard dans la soirée, ils vont quand même le faire, ils vont même pas le protéger, ces connards.
Donc voilà. Mais donc ici, c'est bien protégé parce que du coup, Furioso Internet, parce qu'il peut pas faire ça pour Pourra, c'est une prise qui est interdite, ça peut tuer ou handicaper les catcheurs qui le subissent. Et donc comme ça, on a le final où je crois que c'est Arachno qui fait le tomber sur VNOID après un shooting star press. Ouais, me semble que c'est un shooting star, ouais. Mais l'intervention de Hulk que j'ai bien aimé aussi, non, c'était cool, et puis ça introduit Je un me nouveau souviens de personnage. notre cher collègue Wingren qui a vu, qui comprenait pas ce qui se passait, tu vois. Oui. En plus, il sort d'une boîte, et on sait tous que tous ceux qui sortent d'une boîte sont over instantanément. C'est Cornette qui l'a dit. Anyone that pops out of the box is always over. Ouais, non, c'est exactement ça. Et oh oui, puis ça introduit un nouveau personnage à leur univers, donc c'est cool. Et ça se voit qu'ils ont envie de continuer. Ils avaient prévu de faire un show spécial pour les Marvel Lucha Libre, c'est bien ça? Ouais, leur idée ici, c'est d'arriver à faire un spectacle entier là-dessus. Et d'ailleurs, à la fin du match, on a El Engañoso, donc le menteur, donc Loki, qui apparaît, qui dit qu'en gros, les héros Marvel Lucha sont tombés droit dans son piège, suivi d'un rire maléfique, et puis hop, on passe à Triple Mania, quoi. Ouais, voilà. En sachant que du coup, Engañoso, dont l'ennemi, évidemment, c'est Gran Masso, donc le grand marteau, donc résumé, c'est Thor qui. Je crois que c'est Psycho Clown qui le joue, je suis pas sûr. Je sais pas, j'ai pas Donc il remarqué va mettre sur des le. grosses patates de forain, quoi. Oui, exactement. Exactement. Du coup, on va pouvoir commencer donc Triple Mania plus en détail. Euh, d'a- Proprement dit. ouais, exactement. Du coup, est-ce que t'as un truc à dire, je sais pas, sur Triple Mania, sur Antonio Peña, tout ça, avant de. Ok, donc comme d'habitude, il y a l'hommage à Antonio Peña. Alors d'abord, je vais expliquer parce que ça va être une vidéo un peu longue les gars parce qu'il faut mettre le contexte sur la triple A pour cette histoire. Donc le show démarre toujours avec l'hommage à Antonio Peña. Alors Antonio Peña à la base, il est un organisateur de la EMLL, donc la CML aujourd'hui, donc la Empresa Mexicana de Lucha Libre. Et je sais plus pour quel différent qu'il y a avec les officiels, il se barre et crée la triple A. Et ce qui se passe, c'est que tous les luchadors presque vont le suivre dedans, dont Los Hermanos Dinamitas, qui étaient quand même les grands rouleaux de l'histoire. C'est eux qui ont redéfini c'était quoi être un méchant au Mexique. Et c'est comme ça qu'avec leur premier show à Veracruz, ils vont battre la EMLL en public. Et ils vont même battre la WWE et la WCW dans la même semaine à Los Angeles, pour vous donner idée de leur puissance. Donc Peña, il est moins associé à la grande histoire de la AAA parce que c'est son créateur, c'est lui qui les a menés dans leur plus grand moment. Et je sais plus quand est-ce qu'il est décédé exactement, mais du coup, tous les ans, quand on commence, vous verrez son hommage, et vous verrez d'ailleurs qu'il y a une femme que tous les luchadors vont voir durant les matchs. C'est sa veuve, et c'est actuelle détentrice du coup de la AAA, donc je sais plus son prénom, donc j'ai juste appelé Madame Peña, simplement. Et vous allez voir plusieurs reprises dans le match, et ici, celui qui va gagner la Copa Bardal, il va aller voir Madame Peña après avoir gagné la coupe. Ouais, exactement. J'ai regardé, il est mort, il est décédé en 2006, Antonio Peña, je viens d'aller vérifier. Ok, merci. Parce que d'ailleurs, de base, cette coupe qui a Triple Mania, c'est la Copa Antonio Peña. Alors pour cette année, ils l'ont nommé Copa Bardal parce que Bardal, c'est le sponsor de la AAA depuis le confinement. Enfin, je crois que ça a commencé avec Triple Mania 28, donc en décembre dernier. Ouais. Mais voilà, quoi. La coupe a été renommée d'après le sponsor. Je trouve ça un petit peu respectueux quand même pour Monsieur Peña. Oui, mais pareil. comme ils lui ont rendu hommage durant la bataille, ça va. Et avant qu'on commence le truc, ouais. En référence au mémoriam qu'on a fait en tout début de vidéo, ici vous allez voir qu'un des premiers entrés dans le match, qui est Cata Brava Junior des Poder del Norte, il a sur son pinceau un logo gris un peu bizarre. C'est le logo de Brazo de Plata, qui est une grosse légende du Mexique, qui s'appelait Super Porky. Il a fait quelques matchs à la WWE d'ailleurs, dans des segments comédie avec Teddy Long. C'est le père de Psycho Clown, de La Mascara, de Goya Kong, donc c'est la famille Alvarado. Et il est décédé il y a quelques semaines, et donc le show lui est dédié. C'est pour ça que vous allez voir que lui et Psycho Clown à un moment donc vont porter les symboles de Brazo de Plata. Ok, merci pour l'explication. Du coup, par rapport à... Je suis un grand expert de l'expertise. Ah là là, un grand expert, entre guillemets, évidemment. Du coup, on va pouvoir commencer la Copa Bardal. Alors, comme catcheur, on avait Argenis, Carta Brava Junior, Drago, Mister Iguana, il y avait Nino Hamburguesa également. Je vais pas tous les citer, évidemment, il y avait tout Poder del Norte qui était présent. Ouais. J'ai l'ordre d'entrée, moi, ici. Ah, moi j'ai pas du tout l'ordre. Alors, ça commence avec Mysticis Junior et Catabra Junior. Donc Mysticis n'est pas blessé parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi il avait été blessé et que c'est pour ça qu'on n'avait pas mis un match avec Argenis, parce qu'ils sont en guerre depuis déjà presque un an, dû au fait que Mysticis porte le nom de catch. Mysticis qui était à la base le nom de Mystico, donc le frère d'Argenis, d'où leur feud. Ensuite, c'est Cadabrava Junior. Puis après, c'était dans l'ordre Aramis. Tito Santana, alors on vous rappelle, c'est pas le Tito Santana qui a fait le premier WrestleMania, c'est un mec de Poder del Norte. Donc si jamais quelqu'un lit ça et se dit, ils engagent des petits vieux, calmez-vous, ce n'est pas le champion intercontinental.
Il y a ensuite Drago, que vous connaissez tous, à Lucha Underground. On a Nino Hamburguesa, qui est un catcheur qui a très bien évolué. Mocho Cota Junior, troisième membre des Poder del Norte, puis Mister Iguana, qu'on adore tous ici. Pimpinella Escarlatin, l'exotico que vous voyez à Lucha Underground, Villano Tercero Junior, puis Mamba, puis Argenis. Voilà. Merci pour l'ordre d'entrée. Du coup, c'est Mister Iguana qui a remporté la Copa Bardal. Alors, j'ai bien aimé, personnellement, le match. C'était pas fou, hein. C'était un peu trop bordélique pour être vraiment un bon match. Après, j'ai trouvé que ça a fait le taf pour où c'était dans la carte. T'as un après-match qui est génial, on parlera juste après, évidemment. Mais vraiment, t'as le sentiment que le match, il est juste fait pour l'après-match et finalement, la coupe, bah, on s'en fout un peu, quoi. Du coup, ça m'a gêné, personnellement. Pareil, j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'on a l'impression que c'est juste en fait un moyen pour une fin. Alors j'explique d'abord un peu donc la fin du match, si vous voulez, c'est un petit peu comme le Aztec Warfare, donc c'est comme un Rumble, sauf qu'il y a tombé soumission aussi qui sont autorisées. Et grosso modo, Mysticis et Argenis s'entre-éliminent dans leur guerre sans merci, pareil pour Mamba et Escaratas. Ça laisse Mister Iguana et Cata Brava Junior dans le ring qui ont une petite feud pour le Mania précédent. Et en gros, ils font sa soumission. Iguana se trouve dans les cordes, il fait son finish qui est une sorte de bulldog mais vrillé comme ça, qui est assez étrange. Et il gagne le match, qui est très bien parce que j'aime bien Mister Iguana, je trouve ça chouette, ça fait histoire d'underdog, c'est feel good moment. Mais là, je dis bien, et là, on comprend pourquoi c'est un moyen pour une fin, parce que tout simplement, on va avoir une arrivée surprise, on a un chrono, on se dit qu'est-ce qui se passe, on voit des bâtons de dynamite, explosion, et là arrivent trois lascars qui viennent de quitter leur promotion à eux, que je vais laisser notre cher Pierre mentionner. C'est Quatrero, Sanson et Forastero, donc la Nueva Generación Dinamita, qui viennent du coup attaquer Mister Iguana. Ils viennent même se faire aider par la Empresa. J'ai kiffé cet après-match personnellement. C'est un super début pour la Nueva Generación Dinamita. Alors, complétons un peu ça en fait, c'est qu'ils attaquent Iguana, puis les officiels, puis Aramis qui tente quand même de sauver les meubles. Ensuite arrive la Poder del Norte, parce que c'est un des gros trios aussi de la AAA, et là arrive la Empresa alors qu'il prête main forte à NGD, donc Nueva Generación Dinamita. Oui. Parce que, et là aussi, j'ai dit Dinamita, c'est pas pour rien. Vous vous souvenez que juste avant, dans la vidéo, je mentionnais Los Hermanos Dinamita, parce que ce sont les fils d'un des trois membres originaux. Donc les membres originaux, c'était Mascara, Año 2000, Universo 2000 et Cien Caras. Et Sanson, Quatrero et Forastero sont justement les fils des membres des Hermanos Dinamitas. Donc quelque part, ils le disent eux-mêmes dans leur promo, la AAA est au niveau zéro, du temps de nos parents, du temps de mon père et de mes deux oncles. C'était la vraie AAA qui avait des couilles au cul, et on va la ramener à son niveau avec la Empresa, et ainsi de suite. Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait pour les débuts de la Nueva Generación Dinamita, qui viennent donc, on rappelle, de quitter le CMLL. D'ailleurs, ça m'a vraiment surpris qu'ils arrivent si tôt à la AAA. Je pensais même pas qu'ils allaient arriver spécialement à la AAA, personnellement, mais non, ça amène à vent de fraîcheur. Et puis, par rapport au storyline, par rapport à la Empresa, moi, je trouve ça vraiment bien fait, personnellement. En fait, ils y vont parce que la AAA est plus souple par rapport au gala indé et à CL, t'es plus exclusif au Consejo Mondial. La différence, c'est comme là, il y a beaucoup moins de choix à faire à cause des restrictions du gouvernement par rapport au coronavirus. Ben, c'est plus dur de gagner sa vie. Eux, ils voulaient vraiment tester l'indé. La CML ne voulait pas, donc ils sont partis de commun accord. Et de ce fait, ben, ils font la AAA qui leur permet de faire des galas indépendants sur le côté. Ouais. Ouais, comme on avait vu avec Pentagon à la AULL. Enfin, même si Pentagon c'est plus sur l'élite que AAA finalement, mais il fait des galas indés à côté, quoi. Ouais, par exemple, tu vois, Psycho Clown, il fait souvent indépendant aux côtés de son frère La Mascara, du coup, tu vois, en tant que la famille Alvarado. Parce qu'en fait, la AAA, en fait, tu vas à un show, ils enregistrent 2-3 épisodes en un seul coup, et donc t'es tranquille, quoi. Donc tu peux faire beaucoup de galas indés sur le côté. Ouais, exactement, exactement. Et en plus, ça paye mieux que la CMLL. Ah là là. Du coup, tout le monde se barre de la CMLL, il paraît. Ah ouais, il y a des départs. En plus, il y a Soberano Junior qui a bien fait comprendre que c'était la faute d'Ultimo Guerrero. Enfin, c'est un sacré foutoir, là. J'ai une curiosité morbide autour de ce sujet. Bah après, Ultimo Guerrero, d'après ce que j'ai compris, c'est pas le booker le plus aimé, j'ai l'impression. Ah non, apparemment c'est quelqu'un d'autre qui devait arriver normalement, qui était plutôt populaire auprès des employés. Et au dernier moment, c'est Ultimo Guerrero qui a été choisi et ils l'ont tous très mal pris. Ouais, ce que je peux comprendre. Du coup, c'est bon pour toi pour cette Copa Bardal et pour l'après-match?
C'est ça, c'est convaincant comme début. Enfin, moi, je veux dire que niveau lucha, c'est un début tout à fait normal. Hein. On vient en tabassant des gens, c'est un peu comme à AEW. Tu commences en interrompant Cody et en perdant un match contre lui, quoi, pardon. Ah là là. Du coup, on va pouvoir passer au prochain match du show. C'était le match pour 2 titres, pour le AAA Reina de Reinas et pour le Impact Wrestling Knockouts. On avait Fabi Apache, donc qui représente AAA, contre Deonna Purrazzo qui représente Impact. Le match dure une dizaine de minutes. Personnellement, j'ai bien aimé le match. Bon, je sais que tu vas fustiger derrière, mais moi, j'ai trouvé que le match était plutôt correct. Deonna Purrazzo, j'aime beaucoup personnellement. Je la trouve assez fluide. Il y a quelques séquences qui sont assez cool, comme les German Suplex de Purrazzo. T'as la feud entre Fabi Apache et Aliro Del Tirantes qui continue assez logiquement. Et j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est les interventions de Lady Shani contre Deonna Purrazzo, Lady Shani qui accompagnait Fabi Apache, parce que t'as vu à Verano de Scandalo, on en avait parlé, Purrazzo contre Shani, et Purrazzo avait détruit Lady Shani. Du coup, moi, j'ai trouvé ça bien fait, et Purrazzo... Il avait agressé du match, même. Et quoi? Elle l'avait même agressé après le match. Oui, exactement, elle l'avait agressé après le match. Et non, je trouvais ça bien. Tu vois, ici, avec le match, c'est encore une fois un moyen pour une fin. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus mis en avant le problème avec Tirantes que vraiment de la Purrazzo. En fait, c'est un peu, si certains ici ont connu l'invasion de la WWF en 2001, c'est un peu comme Booker T contre Rock, où la seule menace, en fait, c'est Shane McMahon qui, à chaque fois, vient faire chier. C'est vraiment ça. De la Purrazzo, elle-même, est pas mis en avant comme forte dans le match. Limite, le match aurait duré 3 minutes s'il y avait eu un arbitre impartial, tu vois, c'est... Deonna Purrazzo ne sort pas forte, elle te fait en plus un pile driver cradle, comme on a parlé tout à l'heure, et là par contre, dégagement, il n'y a pas de souci. La prise qui était justement montrée comme tellement dangereuse qu'il fallait qu'un super-héros intervienne. Ouais, après, enfin, je veux dire, pour avoir déjà regardé, Impact Purrazzo, je veux dire, le pile driver, on s'en dégage, quoi, des fois. Enfin, c'est pas, elle peut finir des matchs avec. Mexique, tu vois. Ouais, non, je peux comprendre. Moi, ça m'a pas choqué. Je peux dire que si Orton va à la All Japan et qu'il fait 2 cordes à 1 et que le mec se dégage, il va se faire huer très vite. Hein. Ouais, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on appelait nous ici en cours de communication, on appelait ça des codes socioculturels, tu vois. Au Mexique, le pile driver, c'est mort instantané. Un mec se dégage pas d'un pile driver comme ça. Ouais, et là, à l'aise. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, le match en lui-même, perso, franchement, je l'ai pas trouvé dégueu, à part si, enfin, voilà, si on retire le spot du pile driver, franchement, le match est cool, enfin, l'action est bonne, j'ai trouvé, personnellement. Ouais, j'ai trouvé ça un peu creux. Après, je dis pas, j'ai quand même un match 7 sur 10 au match, hein, c'est quand même que j'ai trouvé ça appréciable, mais même le travail de Rudo, de Tirantes, j'ai trouvé meilleur dans les matchs qui précédaient celui avec Purrazzo, que ici où il a fait un peu de cliché, parce que mon problème avec cette Triple-Mania d'ailleurs, c'est que c'était vraiment fait avec le public international à l'esprit et pas une seule fois pour les gens présents dans la salle, quoi. Parce que pour les gens présents dans la salle, il l'a juste fait ce qu'il fait d'habitude, quoi. Il y a rien de bouleversant. Il a même fait de manière un peu trop exagérée, qui était presque ouais, c'est un peu de l'abus, quoi. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi, personnellement, j'aime bien la feud entre Fabi Apache et Tirantes. Ce qui a été fait là, pour moi, c'était logique. Après... Moi, je sais pas, moi j'attends le match. Hein. Moi, j'attends le match. Hein. Moi, c'est ça que je veux voir. Hein. Moi, je veux payer des places pour Apache contre Tirantes. Ah, mais pareil, moi, j'attends le match. Hein. Franchement, ça me hype. Hein. Franchement. Ça me hype plus que tous les matchs du monde. Là, tu proposes soit Makento, je m'en fiche. Tu me proposes l'Undertaker de retour qui affronte Kenny Omega, je m'en fiche. Par contre, dis Apache Tirantes, mais je te donne mon fric. Oui, mais l'Undertaker Kenny Omega, c'est normal de s'en foutre. Hein. Quand Undertaker a plus de 50 ans, va devoir carrer un match. Voilà. Et bon, s'il revient, c'est quand même pour affronter un catcheur, quoi. À la place, on lui envoie une danseuse d'étoiles. C'est vrai que c'est pas très respectueux. Oui, non. Undertaker Suama. Il y a un mort. Oh là là. Du coup, on va pouvoir continuer cette review de Triple Mania. On va passer maintenant au match de championnat AAA World Tag Team, Campeonato de Parejas, donc. On avait les Lucha Bros qui défendaient leur titre d'un côté contre El Hiro del Vikingo et la Red Kid, donc les Jinetes del Aire, qui sont également formés par Mystesis, si je dis pas de bêtises, c'est ça? En fait, la Red Kid n'est pas membre des Jinetes. C'est ça qui est bizarre. Ah, ok. Les Jinetes de l'Aire, c'est Hijo del Vikingo, Octagon Junior et Mystesis Junior. Ouais, Mystesis, il me semblait. Il y avait eu un match à la MLW comme ça où il y avait Los Jinetes de l'Aire, c'est comme ça que je me rappelle. Ouais, que ça avait défendu au Mexique le titre trio contre Injustice. Ouais, dans un match que j'avais trouvé super. Qui a bien pété MLW. Et quoi? Et là, je trouve qu'avec la Red Kid Vikingo, c'est parce que c'est les deux meilleurs cruceros de la AAA. Donc, pour ceux qui ne savent pas crucero, c'est comme ça qu'on dit cruiserweight au Mexique. Ouais, la Red Kid qui est champion crucero d'ailleurs, il me semble. Ouais, il n'a pas perdu le titre, on rappelle. Il a pas perdu le titre. Non, il a pas perdu le titre. On rappelle, même contre Lio Rush, non, le titre n'a jamais été perdu. Et du coup. Non, il y a rien eu. Le
laser des MIB qui est passé. Hop. Et du coup, la troisième équipe, c'était Taurus, un partenaire mystère. Le partenaire mystère, c'était Brian Cage. Et quoi? C'est Aixu. Et non, mais oui, mais du coup, c'est Terror Pourpourin, hein, le partenaire mystère. Mais Ah oui, enfin, c'est son vrai nom ici, hein, Brian Cage. oui, voilà. Oh, Exactement. le Lucha Underground, c'était horrible cette période. Et donc voilà, ouais, on a les deux gros monstrosaures que sont Taurus et Brian Cage. C'était des jolis buffles, il n'y a pas à dire. Ouais, le match était cool, j'ai trouvé. Franchement, c'est surtout Eliro Del Vikingo et Laredo Kid, je trouve, qui portent le match. Eliro Del Vikingo, fantastique comme d'habitude. Même Pentagon et Brian Cage. Franchement, Brian Cage, il a porté son rôle de powerhouse au match, un peu où il va faire des grosses souplexes dès le début du match, des gros moves. J'ai trouvé ça peut-être un peu trop pour un début de match d'ailleurs, mais moi ça m'a plu personnellement. Voilà, c'est vraiment Taurus et Phoenix que j'ai trouvé plutôt transparent dans le match, où c'était un peu plus compliqué, surtout Phoenix. Où Phoenix, j'arrive pas vraiment. Phoenix, j'arrive pas. Autant Pentagon, j'arrive à voir quelque chose quand il est au Mexique, mais Phoenix, j'arrive pas. Et voilà, à chaque fois qu'il était dans le ring, le niveau du match descendait un peu. Après, heureusement, de l'autre côté, t'as des Eliro Del Vikingo, Brian Cage, et j'arrive à mettre 3,5 au match parce qu'il reste quand même assez cool, mais c'est un peu trop long aussi pour ce que c'est. Je dirais que le match, en fait, son problème, c'est qu'il est très bon pendant une période, mais le problème, c'est qu'il veut trop prolonger son séjour, en fait. Il a vraiment pas trop envie de s'arrêter. Après, il y a un autre match de la soirée qui a vraiment pas voulu s'arrêter, dont on parlera plus tard. Mais là aussi, je vais faire un petit coup de gueule façon de parler, qui est pas contre le match. Ouais. Je voudrais qu'on parle un peu de Vikingo parce que, pour ceux qui savent pas, dans un show, un peu le Go Home Show de la AAA juste avant, donc durant Pueblos Magicos, je sais plus dans quelle ville d'ailleurs, Vikingo il fait un gros spot et les gens, ce que j'aime pas, c'est que quand tu vois Vikingo, en fait, ils pensent à un mec qui fait des flips. Et moi, c'est une tendance un peu à m'énerver parce que Vikingo, c'est aussi, c'est beaucoup plus réfléchi que des vulgaires spots. Quand j'ai les mecs qui disent, ah ouais, ce serait génial, il faut qu'il aille à la EW et qu'il affronte ce mec-là qui fait des spots. Et moi, je suis, mes frères, Vikingo, il sait faire beaucoup mieux que ça. Ces matchs sont beaucoup plus travaillés que ça. Je pense au match qu'il fait. Mais justement, c'est un match qu'il fait avec Phoenix, je crois, non, avec Octagon Junior contre Taurus et Abismo Negro Junior, que je recommande d'ailleurs. Si jamais, peut-être que dans la description de la vidéo, on mettra le lien vers le match. Je te passerai ça en fin de vidéo. On peut voir que Vikingo, il fait bien plus que juste faire des bonds de malade ou s'accrocher à un câble, parce qu'il a fait l'entrée en rappel quand il était à Arachno à la Shawn Michaels. C'est bien plus qu'un voltigeur. Oui. Il faut arrêter le mythe d'ailleurs de la lucha qui est du high fly, parce que là il y a des matchs que vous verrez sur la carte qui ont rien du high fly, surtout le main event. Oui, surtout le main event. Mais d'ailleurs Vikingo, ouais non, il a même niveau storytelling, enfin franchement, il a des super matchs. Je pense à celui contre Ares qu'il avait fait en début d'année pour le championnat Riot Lucha Libre, qui était fantastique, j'avais trouvé, qui est toujours mon match préféré de Lucha cette année. Donc non, ouais, Vikingo c'est bien plus réfléchi que ça, quoi. C'est pas un match entre Will Ospreay et Phoenix, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Du coup, le match du coup remporté par Phoenix et Pentagon, moi ça m'a un peu dérangé parce que ils ont les titres depuis déjà très longtemps, Phoenix et Pentagon, et ils ont pas beaucoup défendu, quoi. Le problème, c'est que c'était un peu vendu la mèche parce qu'ils s'affrontent deux équipes que, comme mon grand frère dirait, sont des team patchwork. Ça veut dire on a pris deux gars, on a fait hop, vous venez. Il y a aucune équipe officielle qui est venue. On n'a pas eu, je sais pas, par exemple, deux membres de Poder del Norte, on n'a pas eu deux membres des Mercenarios, parce que la Hiedra a pas catché, mais les membres des Mercenarios, ça aurait pu avoir un match. Et en plus, avant qu'on me sorte une gonzesse, il y a les règles intersexes à la AAA. Par exemple, la mère de Fabi Apache a été championne trio, et la Hiedra est actuellement championne trio aussi d'ailleurs. Il y a plusieurs tags, il y a aussi le clan de Villano Tercero Junior là qu'il fait avec 4-5 autres gars. Il y avait clairement deux mecs à prendre et à envoyer, quoi. Ares, par exemple, Latigo et Toxin n'étaient pas sur la carte. Ils auraient pu très bien les envoyer là-bas au bataillon. Ouais. Exactement, surtout que Latigo, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un d'assez important en ce moment. Il était dans la Copa Hiro del Perro, il a eu un match pour le titre Crucero il y a pas longtemps contre le Laredo Kid. Donc ça m'a vraiment surpris de pas le voir Latigo personnellement. Moi aussi, ça m'a surpris de le voir absent. Pareil pour Abismo Negro Junior, il était mis dans des gros programmes récemment quand même. Et là, il s'est fait discret, il s'est fait tout petit. Et je me dis que Latigo et Abismo Negro Junior, on aurait pu très bien les mettre ensemble pour ce match. Ouais, bon non, ça Après, aurait j'ai une idée, Brian Cage, c'était un ancien d'un clan au Mexique qui s'appelait la Team Trump, donc il était quand même connu, mais il est avec Taurus qui a déjà un autre clan de base. Moi, je trouve ça déjà bizarre. Ouais. Je dis même que je me demande ce qui ramène Texano en mode, en fait, non, il s'est pas barré, MDR. mais ouais, après. Ouais, ils auraient pu faire ça.
Non, oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Du coup, c'est bon Mais pour toi. par Ouais. incohérence d'équipe, ça va nous permettre de parler du match suivant où j'ai un petit problème sur le choix des équipes. Ok. Du coup, on va passer au Six-Man Tag Team Match donc, qui suivait ce match. On avait d'un côté donc Chessman, Murder Clown et Pagano qui affrontaient la Empresa. Donc, on avait Puma King qui avait deux partenaires mystères qui ont été Diamante Azul et Sam Adonis. Victoire de la Empresa, plutôt logique. Mystère. Alors, l'histoire du match, ça t'en parlera mieux que moi. C'était censé être Murder Clown qui mettait d'accord Chessman et Pagano. Mais Ça, Chesney et Pagano, ils se tapent dessus depuis un an, mais là, même quand il y a eu une aposta que le final, c'est pas fini, donc je sais pas. Ça, je me dis que ça va finir dans un match de carrière. Je sens très bien que ça va être un match où Chessman va prendre sa retraite. Mmh. Parce qu'il traîne ses guêtres depuis déjà longtemps, le bougre. Mais là, après ça, je suis déçu parce que une fois sur deux, il dit que c'était pas un mystère, une fois sur deux, ça va être le trio de base, puis ensuite, il redit que c'est pas un mystère, puis il redit que c'était le trio de base. Enfin, les mecs savaient pas se mettre d'accord, ce qui était relativement rébarbatif. Ok, je peux comprendre. Moi, personnellement, le match, je l'ai vraiment adoré. Très honnêtement, c'est de la... Et on oublie l'horrible sidewalk slam de DMT Soul sur Murder Clown qui est, oh mon dieu, Ah, c'est pas le pire move qui est du match. terrible. Ah, c'est pas la pire chose du match. Hein. Mais franchement, on a de la bonne brawl. L'AM Pressa, j'aime beaucoup personnellement en termes de teamwork et tout. Je trouve que ça fait vraiment bien le taf. Puma King est très bon. Je trouve que Puma King, c'est le meilleur catcheur du match. Il est incroyable. C'est Mais vraiment le meilleur mec du match. C'est un des ouais. meilleurs catcheurs tout court. Il est fantastique. Genre, moi, je recommande vraiment un match Puma King contre Gasparine Junior durant l'anniversaire Vanguardia, qui était superbe, le superbe travail de Puma King là-dessus. Il fait presque aucune prise, mais il arrive à être captivant. Quoi. Ça, c'est très très fort. C'était très très On bien. voit que c'est le fils de Felino quand il fait ça. Je m'en rappelle, c'était très très bien, ouais, le Puma King Gasparine Junior. Contrairement au triangular qui avait eu lieu dans le même show, on rappelle. Et ça, c'est en hérétique, on rappelle. Mais ouais, par contre, le pire move du match, c'est un moment, t'as Pagano, il veut faire un dive où il set des cordes. Et le mec, il a failli tomber sur la nuque. De se taper la nuque contre la tablier. Ah ouais, non, il était à deux doigts de clamser, quoi, Pagano, de se taper la nuque sur le tablier. J'ai eu vraiment peur. Il était à deux doigts de se faire Misawa Head, quoi. Ouais, non, mais c'était chaud ce spot après le match. Le mec s'est dit, j'ai envie de rendre hommage à la parka ce soir. Oh merde. mais non, mais à part ça, moi le match personnellement je l'ai trouvé vraiment bon. J'ai mis 3,75 parce que franchement ça faisait très bien le taf. Ouais, j'ai mis 7 sur 10, mais pas plus, tu vois. Et le problème que j'ai, c'est l'incohérence narrative, c'est t'es Murder Clown, t'es un expert du catch trio, t'affrontes un trio destructeur, il faut que t'aies un trio uni, tu te dis, je vais prendre les deux mecs qui s'entendent pas et qui se cassent la gueule depuis 2 ans. Ça, c'est une bonne idée. Tu te dis pas, Pagano, j'ai fait équipe avec lui, Monster Clown n'a pas de match prévu, on reforme le Psycho Circus. Parce que Pagano était membre du Nuevo Psycho Circus. Non. Je vais prendre les deux mecs qui se supportent pas et qui vont se taper dessus un moment dans le match. Et ben, ça va très bien se passer, je suis sûr. Ouais, non, je peux comprendre l'incohérence. Imagine, t'as un trio qui détruit la WWE en ce moment, tu vois. Ouais. Imagine ça 2 secondes. Ta WWE est envahie, il y a 3 mecs qui détruisent tout. Et là, t'as Reigns, il va trouver 2 partenaires. Et puis, il fait, je vais prendre Seth Rollins et Edge. Ça va très bien se passer. ouais, non, c'est vrai que d'un point de vue, avec ce point de vue-là, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, ça m'a pas dérangé parce qu'après, je suis pas autant que toi les histoires chez AAA et tout, et c'est pour ça que je t'ai à chaque fois d'ailleurs pour m'aider. Mais moi, franchement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Après, oui, Chessman et Pagano, ils mettent un peu de temps, je trouve, à se taper dessus, et je peux comprendre que ça dérange. Ouais, c'est au dernier moment où ça, ils sont un peu en mode ah merde, le script veut qu'on s'entende pas, non? Eh ben, je vais mettre un coup de poing. Ouais, c'était un peu ça. Hein. Après, non, genre, les mecs, il y avait le truc le plus con du monde à faire. Tu fais que Chessman, il tient un mec pour le dive de Pagano. Pagano, plutôt que se buter, il tombe sur Chessman. Chessman se dit putain, connard, t'as voulu m'attaquer en fait. Je suis plus important qu'après ça pour toi. Et hop, c'est bon, quoi. C'est classique, mais c'est efficace. Là, non, c'est vraiment. Ils sont dos à dos, puis d'un coup, Chessman, il se dit en fait, nique sa mère. Ouais, non, c'est un peu présenté comme ça. Après, victoire de la Empresa logique. Je m'attendais à ce que Nueva Generación Dinamita redébarque, personnellement. Ça va être marrant de voir le finish de Quattrero. Je suis sûr que c'est acceptable à voir. Le finish de Quattrero sur Pagano, on veut. Ah ouais, sur Iggy Shani, ça serait rigolo aussi d'ailleurs. Oui. Sur la Hydra, ouais. Que vous comprendrez quand vous verrez le finish de Quattrero. Ouais, exactement. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? Ah ouais, quand même, parce que le match c'est quand même sympa, quoi, mais comme beaucoup de trucs dans la soirée, je trouvais ça, comme on dit, anticlimactique, façon de parler. Ouais, je peux comprendre. Et à ce moment-là, j'ai compté sur un match pour me sauver de cette soirée. Et à la place, j'ai eu un match qui m'a oxy complètement.
Oui, sauf que bah là on passait sur Kenny Omega contre Andrade. Donc là, fatalement. Vous savez, le match que depuis qu'il a été annoncé, tout le monde joue les experts Lucha alors qu'ils savent même pas qu'il y a des MTA Soul et que si on leur demande un mec masqué en bleu, ils pensent que c'est Rey Mysterio alors qu'on parle de Blue Demon Junior. Oui, voilà, c'est ça, c'est les experts Lucha, hein, et le titre méga, le titre le plus important de la AAA, on connaît, hein, évidemment. Tellement important qu'ils le défendent presque jamais. Oui, exactement. En soi, comme les titres tag, hein, en soi, c'est pas mieux. Moi, je ça le champ. Personnellement, moi, je l'appelle le Campeonato des tourismes. Bah, c'est un peu ça, hein. Parce que là, Kenny Omega contre Andrade, deux mecs de AEW, donc chez AAA, pour le titre méga. Mais en plus, Andrade, ouais, il a fait le Mexique, mais il a joué pour l'équipe d'en face, donc moyen, on va dire, quoi. Ouais, voilà, moyen. Du coup, on avait Conan aux côtés de Kenny Omega, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a un angle backstage un peu plus tôt dans le show, où Andrade dit à Conan de pas être dans son corner, parce que bah il y a quelqu'un de plus important, et il veut pas Conan. Du coup, Conan va voir Kenny Omega, et se dit, bah tiens, et si je changeais de camp? J'ai pas trouvé ça bien fait, personnellement, d'ailleurs. On adore tous avoir un grand tank travailler pendant des mois qui se résout en 2 minutes dans un petit segment qu'on dirait que c'est tourné par un mauvais porno. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et du coup, t'as Ric Flair qui débarque pour accompagner Andrade. C'est Ric Flair, hein, mais pour ce que ça a été fait, j'ai trouvé ça random, personnel. Alors que j'adore Ric Flair et que c'est une légende et tout. C'était fait pour l'américain et pas une fois c'était fait pour. Ça a juste été fait comme ça les gens pouvaient parler des chops de Flair sur Internet, quoi. Oui, voilà, et pouvait parler du figure fort de Ric Flair sur Conan en 2021, hein, voilà. Donc bon, je me suis cru à la WCW un instant, tu vois, en 99, où t'avais un figure fort de Ric Flair sur Conan, tu vois. Toi, t'es gentil. Moi, je me suis cru à la Legends of Wrestling. Hein. Tant que c'est pas la Heroes of Wrestling, écoute, ça va. C'est ça dont je parle. Ah bon? Ah merde. Merde. Alors, parlons de ce match. Enfin, c'est gentil parce que dire ça, ce serait parti du principe que c'était un match. Rien. Du coup, j'ai trouvé ça pas ouf, très honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. En plus, ça tire sur le temps 24 minutes. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de donner 24 minutes à un Kenny Omega Andrade? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire le plus long match du show? Non. Andrade, il a fait ce qu'il a pu. Le match a été, on va dire, ok. Voilà, c'est un match qui est ok. Pour moi, je vais pas être aussi sévère que toi. Le sel va arriver après. C'est voilà, l'apparition de Ric Flair a un peu ajouté au match en termes de star power parce que bon, Kenny Omega c'est pas ça niveau star power. Ouais, je considère Omega comme un échec. Il a rapporté rien. Comme, oui. Comme Gringo, tu vois, sur la AAA. Oui, non, mais c'est compliqué. Et ouais, après les star international, mon cul sur la commode, quoi. Oui, après t'as les interactions de Ric Flair dans le ring. Moi, j'ai pas aimé personnellement. En tant que manager, il fait très bien son taf, hein, mais dès que ça rentre dans le ring, moi j'ai un peu peur pour Ric Flair quand même. Il y a quelques spots qui sont pas travaillés. Il y a quelques spots qui sont pas assez travaillés, je trouve, à mon goût. Donc ça a rendu le match encore un peu plus compliqué. Ah non, mais je te jure, c'est Kenny Omega. Hein. Après, travailler des spots, il connaît pas. Il tente un sunset flip du coin là, mais c'est catastrophique. Il arrive même pas à le placer, c'est gênant, tu vois. C'est un peu comme le slam de DMT Azul plutôt dans la soirée, quoi. Oh non, j'ai préféré le slam de DMT Azul, tu vois. Ah franchement. Parce au moins le slam a lieu, il est très mal fait, mais au moins il a lieu, tu vois. Ouais, voilà. Au moins il a lieu. Et non, le finish c'est pas dégueu, mais voilà, j'ai mis 3 personnellement. C'est très très random. C'est extrêmement random, je trouve. Bah, je parlais de toi de ce culturel, tu vois, c'est important parce que en fait, Omega veut nous faire une sorte de mélange pour US, donc en bref, il veut faire un match New Japan, sauf qu'il est au Mexique. Et que ça marche pas. Ouais, déjà parce que c'est Kenny Omega. Deuxième parce que c'est au Mexique. Et la foule, tu entends qu'elle s'en fiche, elle est amorphe, elle est apathique. Genre, t'as même pas un klaxon durant le match, quoi. D'habitude, au Mexique, t'as des klaxons tout le temps. Là, non, tu vois, les gens, mais c'est... Ils ont compris comme moi, ils se sont dit, oulala, c'est grave. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Allez, goulag. Omega, tu vois, si tu veux, en fait, il rallonge le match juste pour pouvoir faire un match long parce que c'est un peu sa gimmick, tu vois. C'est le mec qui aime bien faire. C'est encore sa gimmick, The Best Bout Machine. Donc, bref, une gimmick qui est basée sur un élément kayfabe, on aime tous ça. Le mec fait un match qui dure quoi 30 minutes 24. Un truc comme ça 24 Est-ce que minutes. tu as le. 24 minutes. Ah bah moi, pour te dire, j'ai eu l'impression d'avoir vécu 40 minutes ce match. Hein. Ouais. Regarde pas Okada Omega 1 parce que là, tu vas avoir l'impression d'avoir vécu 2h30. Je l'ai vu, c'était plutôt creux, quoi. C'est une catastrophe pour moi, le match, mais bon. C'est long pour être long, tu vois. Oui, voilà. C'est aussi pareil. Et surtout parce qu'on a appris ça, c'est la AEW qui avait demandé qu'on modifie la fin. Parce que oui, hein, on peut avoir des matchs où il y a un campionat, on pense au bien du catch, hein, mais attention, les changements de titre, c'est chez nous. Hein.
Oui, voilà, c'est comme le titre Impact, tu vois, c'est non, c'est chez nous parce que c'est nous les plus importants, tu vois. Et moi, enfin, moi, ça me Imagine, rebute. tu dis la promotion la plus regardée du Mexique, alors que toi, tu sais même pas battre la WWE dans ton pays et tu leur dis que t'es plus important. Non, mais imagine, là. Et puis surtout quand t'es Imagine une compagnie Ashikara qui qui fait date de avec 2 All ans, Japan quoi. qui fait. Imagine Ashikara qui bosse avec All Japan qui fait non, le All Asia Tag, ils font un Ashikara, c'est nous les plus gros. Mais non, mais je te jure, mais c'est comme, enfin, comment dire, la EW, il date de 2019 en plus, donc il y a un moment où voilà, quoi, faut s'arrêter 2 minutes et je veux dire, la AAA qui était censée donner le titre à Andrade, bah donner le titre à Andrade, quoi, si vous voulez, et qui dit Omega, il perd le match, c'est pas, je veux dire, c'est pas dramatique si Omega perd un match. L'argument c'était ouais, il a perdu le titre avant. Ouais, bah, il y a énormément de gars qui perdent leur titre plusieurs fois, enfin plusieurs jours de suite. Ça peut faire une histoire justement du est-ce que le champion a perdu son coup, tu vois, est-ce qu'il a perdu le machin. Ouais, mais Comment on plutôt dit que de ça en anglais construire encore une, The touch. plutôt que construire une histoire, bah non, on laisse des titres sur Omega parce que tu comprends le bel collector, voilà quoi. C'est ça. Après Hein. c'est pire, hein. C'est pire, hein. On aurait pu avoir un gars qui était champion, dont on avait travaillé un changer sur la caisse et qui perd le titre dans une autre promotion qui a rien à voir. Hein. C'est pas du tout un truc qui s'est passé récemment au Japon, clin d'œil, clin d'œil. Ah là là. C'est compliqué hein, la Zero One qui ne se fait pas respecter. Après, Hein. pour parler du match ici, après, il paraît que les officiels, bah, ça je sais, le but serait que Psycho Clown du coup devienne le prochain champion et c'est logique parce que ça fait depuis qu'Andrade est arrivé, ils veulent promouvoir deux choses. Andrade contre Psycho et Psycho Clown Mega Campeon. Donc, en soi, si on peut passer pour autre chose qu'Andrade, on va directement sur qui bat Omega. Moi, je suis aux anges parce qu'alors, on rappelle que la AAA, en fait, c'est plus gros que Kenny Omega qui est à peine plus gros qu'un hamster. Donc, moi, ça me ferait du bien. Je peux comprendre, et moi aussi. Parce que bon, avoir un gars qui sait même pas faire un match correctement, qui sont obligés de faire des matchs longs, faire péter son cardio, en bref. Omega, si tu veux, c'est que de la surface quelque part. C'est l'enrobage, c'est le paquet, mais avec un cadeau où il y a rien en fait. Ouais, Tu mais vois, c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je dis tu vois, souvent à ceux qui aiment Omega, c'est l'enveloppe et dans l'enveloppe il y a rien, tu vois, c'est regarder que l'enveloppe en fait, tu vois. non, est-ce que tu vois le sketch de Gad Elmaleh sur les restaurants chics où il parle qu'il y a une énorme cloche, super décoration, mais c'est une crevette de merde à l'intérieur. Une crevette. Ouais, Eh ben vois. c'est Kenny Omega. C'est une grosse cloche. J'ai découvert très bien. C'est une grosse cloche et c'est une petite crevette en dessous. Ouais, mais c'est un peu ça, voilà. C'est voilà la définition de Kenny Omega. Les matchs de Kenny Omega, tu n'as rien. Bah. C'est vraiment que du comment disait encore Yves Lavandier dans la dramaturgie du sensationnel. C'est de la poudre aux yeux. Ouais, voilà. C'est le style Main Event New Japan, tu vois. C'est exactement ça parce que en plus avant Omega, moi quand je regarde des matchs de lui époque DDT, moi je trouve ça vraiment super, très honnêtement. Mais bah depuis qu'il est arrivé chez New Japan, depuis qu'il a eu notamment le fameux match contre Okada et la fameuse série de toute façon contre Okada, bah c'est poudre aux yeux sur 5 quoi. Voilà. Ouais, parce que Kenny Omega, en fait, c'est qu'on a des choses. Le Mexique, il n'y a pas un style de catch qui est plus, je veux dire, honnête que celui-là. C'est-à-dire que là, le sensationnel, on s'en fout. Enfin, le sensationnel, c'est quoi? C'est les grosses mandales, tu vois. C'est pas faire des chorégraphies surcomplexes. C'est comment dire en anglais, le in your face, tu vois. C'est on va droit au but. Donc un style comme celui de Kenny Omega qui se veut New Japan US et trucs comme ça, ça n'a pas du tout marché à AAA parce qu'à AAA, c'est je le teste tellement qu'en fait je prends une chaise, je te l'envoie dans la tête et je m'en fous de l'arbitre. Oui, voilà, exactement. Exactement, donc là, ça, c'est plutôt compliqué. Ça casse trop avec le style, que ce soit de la soirée en elle-même, ou que ce soit avec la promotion en elle-même, ou le pays en lui-même. Il n'y a rien dans le match qu'elle est. Ça m'étonne pas que Kenny Omega n'ait pas su attirer des fans vers la AAA. Et ouais, non, mais même moi... c'est génial parce que j'avais tous regardé, j'ai envie de dire, ouais, vous avez regardé, mais est-ce qu'un d'entre vous a payé pour aller à Ciudad de México? Ouais, voilà, c'est comme... Enfin, comment dire, même moi qui regarde pas tous les shows AAA, je regarde des fois des AAA on Space, tout ça, même moi, mais je m'en fous de voir Omega Andrade, mais ça me dépasse à un point, mais je m'en fous. Ça aussi, d'ailleurs, j'ai noté, les gens, ouais, c'est le plus grand main event, qui n'est même pas le main event d'ailleurs, mais surtout, la AAA en elle-même, dans leurs émissions, pas une fois ils ont mentionné ce match. Pas une fois ils en ont parlé. Normal. Après, si tu veux découvrir la AAA, moi, c'est ce que je fais, où j'essaie de découvrir un peu la lucha en ce moment, mais je m'en fous de voir un Omega Andrade. Moi, ce que je veux voir, c'est Psycho Clown mettre des mandales à Ray Scorpion, quoi, tu vois. C'est ça que je veux voir, tu vois. Et puis, comme on dit, le passage où l'arbitre est KO, Ric Flair, il entre dans le ring, ils font des chops, enfin, c'était... Ils ont voulu faire un WrestleMania moment, sauf que c'est le Mexique, en fait.
Ouais, ils ont oublié que c'était la Triple A. Du coup, on a quand même beaucoup évoqué ce Omega Andrade. Est-ce que c'est bon pour toi pour avoir fait le tour du match? Alors le match est pas bon, mais c'est bon pour moi au niveau du fait d'en parler. Oui, non, le match est pas bon. Ça, on est d'accord. Enfin, après, je suis pas aussi sévère que toi, mais il est pas bon. J'ai dit j'étais pas aussi sévère que toi, mais il est quand même pas bon. Ah, et pour moi, c'est un des pires matchs de l'année, moi je le dis déjà. Ah non, ça va corps, ça va corps. Tu n'as pas encore vu le Tajiri Devil Murasaki du Royal Road Tournament. Mais j'ai envie de me dire qu'il n'existe pas ce match en fait. C'est pour ça que j'hésite à regarder ce show, tu vois. J'ai vu l'affiche, j'ai fait oh là là. Je peux comprendre, du coup, Musclé comme carte. ouais, musclé, hein, le Abdullah Kobayashi d'Antamura. Parlons un peu du main event, ou comme on dit ici au Mexique, la lucha estelar. Donc le match qui clôture la soirée, masque contre cheveux. Exactement, c'était donc la lucha de Apuestas, Psycho Clown qui mettait donc en jeu son masque contre Ray Scorpion qui mettait en jeu ses cheveux. Alors le match a duré un peu plus de 23 minutes, c'est mon match préféré de la soirée, très très clairement, il était excellent, il était vraiment excellent j'ai trouvé. C'est bon, j'attendais peut-être un poil plus mais ça restait très bien. T'as Scorpion qui domine très rapidement dans le match avec un bon heel work je trouve. Psycho Clown va bien vendre l'offense de Ray Scorpion qui va être montré très très fort dès le début du match. À un moment il essaye même de retirer un peu le masque de Psycho Clown. J'ai bien aimé par rapport à la stipulation du match, c'est un bon petit spot, une bonne petite référence. Ou enfin c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de faire signer, on n'a pas forcément besoin de faire signer le gars, on peut lui arracher le masque et on se fait huer très facilement quoi. Oui, voilà. C'est super. Exactement, c'est assez protégé. Et vers la fin du match, alors tout ce qui amène à la fin du match, personnellement, j'aime bien. Tu vois, genre la trahison de la sœur de Psycho Clown, Gaoya Kong, qui lui fout un low blow, j'ai bien aimé. Après, derrière, t'as Psycho Clown qui va même se dégager après du tombé de Ray Scorpion, j'ai trouvé ça très bien. Mais je vais expliquer après. Et moi, ce que j'ai pas aimé, c'est finir sur un vulgaire sunset flip, quoi. Toute la feud et tout qui finit sur un sunset flip. J'ai pas compris. C'est que toute l'idée du match, c'est l'hommage à Brazo de Plata, le père Psycho Clown, parce que sa dernière aposta, il a perdu contre Ray Scorpion. D'ailleurs, le match commence, Ray Scorpion prend le micro et dit je respecte ton père, c'est un homme, un vrai, on s'est battu jusqu'au bout, mais désolé Brazo, je vais devoir massacrer ton fils de pute de fils, car j'en ai fait la promesse. Là, il lui envoie l'énorme coup de poing à la face, là, et c'est là qu'il attaque Psycho Clown. Et l'idée que Goya Kong trahit Psycho Clown, quand on sait, parce que je connais la triple A, quand on sait qu'elle ne va même pas apparaître après, elle l'a trahi juste parce que fallait un moment du sensationnel. Ça m'a bien fait chier, tu vois. C'est pourquoi trahir Psycho Clown quand le but c'est de venger leur père, tu vois. Ouais, bah après, ça, je sais pas. Après, ça va peut-être être expliqué dans les prochains shows. Ça, pour le coup, moi, ça m'a plu parce que, enfin, tu rajoutes encore un obstacle pour Psycho Clown où finalement, pour venger son père, il y a quand même pas mal d'obstacles déjà et que, finalement, Psycho Clown est encore plus construit haut en tant que babyface, tu vois. Donc moi, obstacle, mais en fait, ça lui fait rien au final parce qu'il la dégage assez vite. Donc, oui. ça veut rien l'obstacle. C'est juste, encore une fois, c'est un moyen pour une fin parce que quand Scorpion perd, il dit regarde, moi j'ai perdu mes cheveux, mais toi t'as perdu ton père et ta sœur. C'est qui a vraiment perdu? C'est juste là comme ça, et Scorpion peut faire cette phrase. Sinon, ça marche pas. Ouais, bah. Genre, il n'y a vraiment aucune raison narrative pour laquelle Goya Kong trahit Psycho Clown. Il n'y avait aucune raison. C'est juste là parce qu'il fallait un spot sensationnel. Je l'ai pas vu comme ça, personnellement. C'est un spot. Pendant plusieurs semaines, on a eu Psycho qui a tenté de faire passer Scorpion à travers une table avec une souplex, et à chaque fois, Scorpion le contrait. Et ce spot n'est plus. Donc, on continue ce spot. Tout le match est bâti autour aussi de ce spot qui se refait. Et Scorpion a même gagné des matchs avec ce spot-là pour dire à Psycho Clown ce qui va t'arriver à Triple Mania. Et jamais une fois ce spot n'est fait durant le match. Même pas une fois tenté. Ouais, ça m'a. Enfin, après, j'avais regardé quelques épisodes de Triple Iron Space où t'avais eu ce spot et tout. Après, j'avais pas toutes les références et tout. Et ça m'a un peu choqué aussi que t'aies pas le spot de la table. Après, en soi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Je veux dire, j'ai pas enlevé de points pour ça ou quoi par rapport à ma note. J'ai mis 3,75 et j'étais à 4. De base, j'étais à 4, mais t'as le sunset flip de fin que je trouve vraiment, compliqué parce que, t'as une grosse suite comme ça, comme Psycho Clown Ray Scorpion. T'as une apuesta qui se conclut dans le main event de ton plus gros show de l'année. Tu termines pas ça avec un sunset flip. Enfin, moi, ça m'a un peu choqué personnellement. Ouais, bah moi aussi, c'est le combo trahison sorti de nulle part qui sert à rien. Le sunset flip. Putain, dommage, le match du coup il devient juste très bon alors qu'il était de base excellent, tu vois. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est triste parce que franchement, t'aurais coupé au montage cette trahison et le match est superbe. Même avec le sunset flip, t'as moins dérangé que la trahison, c'est ça? Disons,
Pas exactement, ça m'a tout aussi embêté en fait, parce que même si je comprends au Mexique, les tombées roll-up ou autres sont très protégées parce que c'est des manières très complexes de bloquer l'adversaire, mais une apuesta qui est aussi viscérale, qui a eu tellement de passages à tabac, tellement de bains de sang pendant des semaines, ça aurait dû finir avec Saiko qui le met vraiment au sol une fois pour toutes, quoi. Ouais, bah pour moi c'est comme ça que ça aurait dû finir. Après bon, l'après-match par contre. Tu vois, Ouais. Pagano il fait passer Chessman à travers un camion, là, je sais plus. Hein, ça aurait été bien si la flûte se termine là d'ailleurs. Hein. Oui. Mais bon, ça on n'a pas eu. Ouais, non, on va continuer avec Pagano et Chessman apparemment. Mais bon, voilà. Et l'après-match, je l'ai trouvé très bien personnellement, où t'as Ray Scorpion qui s'en fout un peu de perdre ses cheveux et qui est finalement plutôt respectueux envers Psycho Clown. Enfin, moi j'ai bien aimé personnellement. J'ai bien aimé le comportement de Ray Scorpion, où il va limite féliciter, il me semble, Psycho Clown. Donc Ouais, il va lui dire en fait que de toute façon c'est pas un déshonneur en soi parce qu'il a perdu contre le meilleur homme au final et surtout qu'il dit à Sayocom maintenant que tu as pris mes cheveux, t'arrêtes pas en chemin, va attraper quelque chose de plus grand encore et ça sous-entend le titre Mega Campeonato quoi. Ouais, on a dit plus grand. On a dit plus grand, Pogos. Ouais, bon, sous-entendu, c'est qu'il fasse des choses toujours aussi impressionnantes après, quoi. Oui, voilà, exactement. Et moi, ce qui m'a particulièrement ému, c'est quand c'est la fille de Ray Scorpion qui va apporter les cheveux de son père à Psycho Clown, mais j'ai trouvé ça tellement émouvant, personnellement, ça m'a... Et que Psycho prend les cheveux dans le respect, tu vois. Ouais, mais moi, personnellement, ça m'a... Enfin, franchement, j'ai adoré le moment. Ouais, la prestation, c'est toujours super touchant. Hein. Moi, je me souviens, une des premières prestations que j'ai eues, c'était Puma King en 2011, donc il était même pas encore connu, tu vois. Contre Recometa, c'était au moment où Recometa perdait son masque. T'as les parents qui viennent et Puma King dit, voilà, tes parents sont là, ils vont t'enlever le masque, moi je vais rester dans le coin là et je vais pas intervenir. Et la scène où tu vois la mère, évidemment, elle pleure parce que c'est son bébé, tu vois, et c'est elle qui enlève le masque, t'es là, oh mon dieu, quoi, ça touche, tu vois. Ouais, non, j'ai pas vu la Puesta en question, j'essaierai de la voir, mais non, mais ça m'a, ouais, c'était, je pense, le plus long moment que j'ai pu voir dans une Apuesta, parce qu'après, j'ai pas vu autant d'Apuesta que toi, ça c'est plutôt clair, mais mais Démonie d'Apuesta, c'est toujours très touchant, même Quattro et Angel de Oro, tu vois, après ça se fait un câlin quand même, parce que on comprend à quel point l'autre a dû traverser les épreuves pour ce match, et ainsi de suite, pareil, le respect, la poignée de main, dire c'est un honneur de t'avoir battu. Oh ouais, voilà, c'était très bien fait en tout cas, et du coup, victoire logique de Psycho Clown. Et puis t'as Scorpion qui dit à sa fille, t'en fais pas ma chérie, tout va bien se passer. Ouais, voilà, il la réconforte et tout. Enfin, non, ouais, c'était un moment très touchant, et du coup, une très bonne manière, j'ai trouvé, de conclure le show, personnellement. Oh, c'est une bonne façon de conclure. Ouais, exactement. En plus, victoire de Psycho Clown, logique, consécration du Babyface. Le show dans son ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment cool. Après, c'est mon premier Triple Mania, donc j'ai pas de point de comparaison là où toi tu vas en avoir bien plus. Là où toi tu vas en avoir bien plus, du coup, de points de comparaison. Mais franchement, le le show en général est vraiment bon. Bon, t'as le Omega Andrade, t'as la Copa Bardal qui sont en dessous de tout, hein, voilà, on va pas se le cacher, c'est les deux. Bah, après, la Copa Bardal, au moins, elle amène un super après-match, tu vois. Tandis que, le Omega Andrade, il amène à rien du tout, quoi. Donc c'est plus compliqué encore le Omega Andrade. Pour moi, les deux moins bons matchs, en fait, sont les matchs interpromotionnels. Ok, le Purazzo Apache, donc. Ils étaient quand même pas avec les fans triple A à l'esprit. Ouais, je peux comprendre. Après, le Purazzo Apache, il y avait quand même des éléments de storytelling par rapport à Triple A, donc ça va. Ouais, mais du coup, c'est même pas l'adversaire en lui qui est important, quoi. C'est l'arbitre. Ouais, et Lady Shani aussi. Ouais. Exactement. Mais moi, mes matchs préférés, les matchs que je vais conseiller personnellement, le Six-Man Tag, la Empresa contre Chessman, Murdoch Clan et Pagano, et en priorité, ouais, le Main Event, le Psycho Clan de Ray Scorpion, qui est de loin le meilleur match du show. Et quoi? Le match Marvel Lucha, je le recommanderais aussi, parce qu'il est quand même très sympa. Ouais, c'est un opener qui est très très sympa. Mais du coup, toi, dans son ensemble, t'as pensé quoi du show? C'est une grosse déception pour moi, tu vois, parce que Triple Mania, c'est vraiment un événement beaucoup plus gros. J'ai pas non plus trouvé qu'il y avait le style Triple A qu'on a normalement dans ce show. C'était vraiment pas fait avec les fans Triple A à l'esprit. J'ai trouvé ça, du coup, assez bas. Un peu de leur dire, ouais, hein, vous êtes en fin de retour, mais en fait, c'est pas pour vous, hein, le show. Ouais. Alors que c'est le premier show avec des fans, tu vois. Même si ça m'aurait pas plu, j'aurais préféré un show qui soit vraiment super fan service, façon de parler. Parce que le but, ça aurait été de donner aux fans ce qu'ils attendent depuis un an. Et là, non. D'ailleurs, la preuve, c'est que même les fans, ils étaient amorphes, quoi, durant le show. Je crois qu'il n'y a même pas eu un klaxon durant le match. Ouais. Et donc, Savinovic, il annonce le gars, il se coupe faut que le public réponde à sa place. Le public, il répond pas, tu vois. C'était gênant. Ouais, non, je peux comprendre, surtout par rapport à la hype que t'avais par rapport au show, t'étais bien plus hype que moi. Je peux comprendre la déception. Les matchs, on est censé savoir qu'on a
pas eu, genre Argenis Mystesis qu'on a quand même pas eu au final, alors qu'ils étaient tous les deux en bonne santé, donc il y avait aucune excuse. Ouais. Comme ça. Je sais pas, ils voulaient faire absolument le Kenyon Andrade de 30 minutes, donc ils ont dû sacrifier le match. Malheureusement, hein, ils se sont dit on a Omega, on va le faire catcher 25-30 minutes, hein, c'est Omega quoi. Voilà, il s'est pas fait en dessous. Finalement, sur les partenaires, quand pendant 2 mois ils avaient dit que c'était des partenaires surprises. Donc pareil. Les partenaires surprises de Taurus qui au final, il y a aucune vraie raison qu'ils prennent Brian Cage. Genre, moi je regardais un mec du DK et puis aller peut-être à la limite un mec de Impact qui a bien donné pour assaut. Ouais. Genre, il y a aucun lien. C'est Brian Cage. Pourquoi, à part que ah oui, t'es là pour faire Terror Purpura, tu vas faire un second match ce soir, hein, pourquoi pas. Ouais, voilà. C'est ça quoi. Et quand je vis par équipe qui se défend contre 2 équipes qui sont même pas des équipes officielles, c'est aussi très embêtant. Ouais, donc j'avais misé beaucoup sur ce show et je suis reparti un peu les mains vides. Ouais, je peux comprendre. Après, j'ai pas misé autant que toi sur le show. Bon, on a eu de toute façon un énorme week-end, je pense, hein, de catch. Donc c'était pas le show duquel j'attendais le plus non plus. Du coup, ça m'a permis d'être un peu plus satisfait que toi. Et enfin voilà. Ça c'est possible aussi, tu vois. Ça, forcément, tu vois, quand on va sans attente, en général, on est plutôt satisfait après. Oui, voilà, exactement. C'est exactement ça. Et non, après, oui, il y a des trucs dans le show qui se regardent pas. Hein. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ah là là. Genre OPK Andrade. Ah là là. Mais du coup, c'est bon pour toi pour le show? Ouais, c'est ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ok, parfait. Mais du coup, voilà, donc pour cette review de Triple A Triple Mania 29. Merci à toi, du coup, Pogos, pour ta participation à la review. Ah bah, il n'y avait pas de quoi, c'est toujours un plaisir de participer à tes podcasts. Hein. Si tu veux un jour qu'on fasse ça pour d'ailleurs d'autres choses que de la lucha, ça peut être aussi très cool. Ah, il n'y a pas de souci, on pourrait reparler Zero One comme on avait fait. Enfin, voilà, je t'inviterai. Ah, ouais. Voilà. Ça, chouette. Ouais, voilà, mais du coup. Donc... on va parler avec moi, Sugawara était. L'irrespect pour Sugawara, ça j'en parlerai évidemment du show. Je prie toujours pour des matchs au Japon commentés par Savinovic. Je ne peux qu'attendre Masato Tanaka qui met des kendo sticks sur des putain. Ah là, ce serait fou, Savinovic au Japon, backdrop de Suama, crise cardiaque. C'est fini. Mais du coup, voilà pour cette review. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.